Quête de sens. Une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Marie-Ange de Montesquieu. Passer d'un rythme effréné du réveil au coucher à rien du jour au lendemain. Quand on vit seul, c'est déjà pas simple à vivre, mais en couple, comment appréhender le passage à la retraite sereinement ? L'homme n'aime pas le changement, c'est bien connu. Que l'on soit celui qui part à la retraite ou celui qui vit à ses côtés depuis des dizaines d'années, la rupture peut être brutale et parfois même fatale, tant le couple cherche en permanence son équilibre pour durer. Alors au-delà de la peur de l'inconnu, de l'après, du que vais-je devenir sans ma raison d'être qu'était mon travail, ma mission dans l'entreprise, et si c'était l'heure justement de l'arrêt sur image, sur le sens de sa vie par exemple, sur sa place dans le couple, sur son rapport au travail, sa famille, bref, se réajuster seul et à deux pour ne pas tout gâcher. Comment traverser le départ à la retraite de son conjoint ? Eh bien, tentative d'exploration et de réponse, je l'espère, dans cette émission Quête de sens. Et j'ai la joie de recevoir, pour en parler, Catherine Demangeau. Bonjour Catherine. Bonjour. Ravie de vous recevoir. Vous êtes psychologue, sexothérapeute, psychopraticienne en gestalt-thérapie. Vous êtes thérapeute de couple, évidemment. Vous accompagnez, me disiez-vous, juste avant de rentrer dans ce studio, énormément de couples qui traversent cette phase inévitable de la vie, n'est-ce pas ? Et c'est pas simple, c'est pas chose simple. Chaque grande période en fait de changement est toujours assez complexe. Donc on va mentionner d'abord le mariage, enfin le couple tout court, dans la vie d'une personne, que ce soit un homme ou une femme. Ensuite l'arrivée des enfants, le départ à l'envol de la maison des enfants, et le fameux syndrome du nid-vide, dont on parle beaucoup, dont on parle de temps à autre dans cette émission. Et puis le départ à la retraite, on est d'accord. Nous sommes également en compagnie de Sabine Squan. Bonjour Sabine. Bonjour Marie-Ange. Ravie de vous recevoir. Vous êtes coach en évolution professionnelle. Particulièrement, vous vous occupez justement particulièrement des débuts et des fins de carrière. Dans ce cadre, vous accompagnez tous ceux qui s'apprêtent à franchir ce cap de la retraite pour en faire, si possible, une renaissance, n'est-ce pas, un nouveau départ plein d'opportunités, puisqu'il faut y croire et on peut tous en trouver. C'est pas simplement un vœu pieux, c'est carrément... C'est possible. C'est possible d'en faire une renaissance et c'est tout le travail qui est consacré dans les ateliers que j'anime avec des personnes qui viennent en général me voir parce qu'ils ont peur du vide, peur de ce manque. Manque du... Intéressant de commencer comme ça. Donc il y a plein de choses. Il y a de la place pour remplir. Refaire de la place, mais de la place pas pour du rien, mais pour au contraire quelque chose imaginer en tout cas quelque chose de riche et pas tout de suite riche. Il faut passer, j'imagine, par des étapes, faire le vide en soi, faire le vide de tout ce temps qui nous a nourris pendant des années et de cet équilibre, on va en parler puisqu'on parle du couple aujourd'hui qui risque d'être un peu abîmé, n'est-ce pas, Bénédicte Lussereau? Bonjour Bénédicte, bienvenue. Bonjour Marie-Ange, oui. Et oui, ravie de vous entendre, vous la conseillère conjugale qu'on ne présente plus, thérapeute de couple qui donnait tellement de conférences en général sur l'amour et la sexualité. Vos livres évidemment concernent notamment ce sujet-là du nid-vide, le syndrome du nid-vide qui va souvent de pair avec le départ à la retraite de l'un ou l'autre ou des deux. Bénédicte Lussereau, pour commencer, de façon un peu large, si je puis dire. C'est vrai que c'est une période absolument où il faut se réajuster en couple. Alors, vous avez parlé en introduction du passage d'un rythme effréné à rien. Alors ça, je m'inscris en faux par rapport à cette définition parce que la retraite, c'est pas le temps du rien. On ne se retire pas de la vie. C'est juste que la vie va être différente et comment on regarde cette vie nouvelle qui nous est donnée pour lui donner du sens et faire qu'on va continuer à déployer ses compétences, ses capacités, toute son expérience acquise pendant toutes ces années de vie professionnelle justement et de relations aux autres et comment on va pouvoir continuer à mettre ça à profit de la société, des autres, de son conjoint, de ses petits-enfants. Mais on ne se retire pas de la vie. Ça, c'est très important. Oui, mais je me mettais à la place, effectivement, d'une personne. Pardon, vous avez certainement raison, Bénédicte Lussereau, mais je ne suis pas encore arrivée à cette étape-là, évidemment. Donc, c'est un peu compliqué, effectivement, d'aborder ce sujet sans y être passé. Mais cela dit, on peut imaginer, effectivement, d'avoir l'impression, pour certaines personnes, pas pour toutes, c'est évident, d'être mis à la poubelle, quoi. D'être un peu mis sur le banc de touche, définitivement, quoi.
D'autant plus quand on s'est beaucoup identifié à son statut professionnel et qu'on voit par exemple des patrons d'entreprise, c'était leur entreprise, leur Ouais, bébé, leur etc., famille, leur toute cette bébé. croissance, voilà. Et en fait, leur vie a été consacrée à cette entreprise et du coup, quand ça s'arrête, là, ils se trouvent parfois face à un vide, Ouais, mais existentiel, quoi. sidéral. C'est-à-dire que oui, tout d'un coup, la vie n'a plus de sens quelque part. Ouais. Il va falloir retrouver. Donc ça peut effectivement en plus plonger dans la dépression et du coup Mmh. évidemment ça a un impact très fort sur la relation de couple, Ça bien ne vous sûr. choque pas ce que vient d'évoquer Bénédicte Lussereau, Catherine Demangeot? Non, je suis tout à fait d'accord. Le Alors, vide? j'aime pas l'idée du vide Ah non bon? plus. En général, moi, ce que je parle de l'accompli et du non encore accompli. Et en fait, si on arrive à envisager l'après-vie professionnelle comme l'opportunité d'aller vers du non encore accompli, de l'incréer, eh ben, je trouve qu'on a déjà une vision un petit peu plus positive des choses. Mais effectivement, dans cette rupture, vous parlez de rupture de sens, on est dans le versant des données existentielles. Alors autrefois, ce qu'on appelait les angoisses existentielles. Il y en a 5, et Ouais. parmi les 5, il y en a 2 qui peuvent concerner, en tout cas 2 auxquels je pense là comme ça spontanément, qui peuvent concerner cette période de la vie, c'est-à-dire la finitude, parce qu'il y a un cycle qui se termine et pour qu'un nouveau cycle Une petite puisse... mort, comme on dit? Ça Finitude? pourrait, mais c'est un deuil symbolique à faire, oui, effectivement, on en reparlera. Mais c'est une finitude temporaire, il y a un cycle qui s'achève. Il faut être, en règle générale, on aime beaucoup démarrer des cycles, on est plein de dopamine pour démarrer des cycles, mais terminer Moins pour des les finir. cycles, Mm. ah oui, c'est plus compliqué. Et il y a aussi donc cette fameuse quête de sens qui est hyper importante, c'est-à-dire je me suis identifiée à une fonction, je me suis surengagée quelquefois de manière un peu compulsive d'ailleurs dans la vie professionnelle, et aujourd'hui, qui suis-je en dehors de mon travail Waouh! et quelle place je vais devoir réinventer finalement, quelle est la place que j'ai envie de prendre dans le monde et quelle est la place que j'ai envie de prendre dans mon couple, parce que On n'en a pas encore voilà. parlé, c'est quand même notre sujet du jour, hein, je vous le signale, les amis. Hein. Exact. On va voir si le podcast va faire Quelle place j'ai envie de prendre, en fait. Voilà. Et quand on passe mal le guet, ça veut dire que probablement on ne s'est pas assez posé de questions. Par exemple, dans son couple, vous voyez, on se laisse un peu faire par les routines. Alors, l'homme se rassure aussi, il a besoin de rituels, de routines, d'habitudes. Certes, hein, on est fait comme ça. En revanche, peut-être parfois, cela prend trop de place. C'est le pilote automatique qui est confortable. Hein, et le bien cerveau d'accord. est conditionné par des années de rythme. Alors, ce qu'on appelait autrefois, c'est pas joli non plus, métro, boulot, dodo. Ça part de confort, bien sûr. Et puis là, tout à coup, il va falloir quitter la zone de confort et aller vers l'inconnu. C'est pour ça que la retraite, ça se prépare. Et c'est une étape importante que vont vivre les membres du couple. Alors, tous les partenaires ne travaillent pas. Il y a des gens qui font le choix de ne pas travailler aussi. Donc, ça va créer des situations un petit peu différentes. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se prépare pour ne pas subir la situation. Tout ce que le mental peut préparer, tout ce que le cerveau, tous les biais cognitifs qu'on va commencer à transformer, on va faire du reconditionnement parce qu'on va imaginer la vie d'après qui est finalement la même vie qui continue mais sur une modalité différente en fait. Et il faut que ça soit préparé pour qu'on n'ait pas, dans cette phase de deuil symbolique, un gros trouble anxieux ou un gros état dépressif. Ceci dit, la dépression fait partie des étapes du deuil. Est-ce qu'il faut, parce que c'est Bénédicte Lussereau qui l'a dit la première, il faut être OK avec ça, se laisser traverser par une période quand même, on n'est pas des robots ni des saints, jusqu'à preuve du contraire. Enfin, il y en a peut-être qui nous écoutent, mais qui traversent sereinement cette phase. Mais j'imagine que la plupart des personnes qui ont été très, très, très attachées à leur travail, à leur mission de vie professionnelle pendant X années, voire depuis presque toujours, depuis leurs 20 ans, admettons, on ne peut pas passer à côté de cette espèce de sensation de vide existentiel, comme le disait Bénédicte Lussereau, de cette espèce de trouble de sens, quoi. Et qu'est-ce qui se passe Exact. Et quoi je sers, quoi. Au-delà de ça, il faut pouvoir quitter l'environnement professionnel parce que quand on a mené certaines missions à bien, je le vois souvent, je l'entends chez les patients que j'accompagne, ils ont le sentiment d'abandonner leurs équipes, d'abandonner à la fois
le lieu de travail qui est très familier. Le système professionnel, c'est comme un système familial, symboliquement. Donc, on a l'impression qu'on va abandonner les siens. Mais là, on est sur un versant, on n'abandonne personne. On quitte quelque chose et on peut quitter de manière saine, de manière constructive. On peut célébrer, ritualiser ce moment du départ, c'est important aussi. Et puis, bien évidemment, préparer l'après, quoi. Ouais, il y a une sorte de croyance qu'on a été indispensable, peut-être aussi. Alors, je sais pas, je pose des questions, moi, attention, je n'affirme rien. Sabine Squan, qu'en pensez-vous ? Vous n'avez pas encore pris la parole. Non, alors je suis d'accord que la retraite n'est pas un vide. En revanche, c'est une peur qui est manifestée. Voilà, donc nous, en tant qu'accompagnants, bien sûr, on convient que ça n'est pas un vide, mais il va falloir rassurer ces personnes et les aider à traverser cette période et à faire émerger des projets qui soient épanouissants, qui donnent du sens. C'est tout le travail de l'accompagnement retraite. Et c'est vrai qu'on a travaillé pendant 40 ans en moyenne, quand on part à 64 ans, et qu'il y a un deuil à faire, ça c'est certain. Et c'est pour ça que ça peut être intéressant de préparer son départ à la retraite quand on est en fin de carrière, de façon à ne pas être surpris par même ces si on n'a pas envie de le structures. faire. Même si Alors, on n'a pas envie de le faire. En fait, de toute façon, quand on n'a pas envie de le faire, on ne le fait pas. Donc, en fait, en général, les gens que je rencontre, c'est des gens qui sont toujours motivés pour le faire. Parce qu'ils ont peur, et c'est ça leur motivation, c'est de venir préparer cette période. Parce que d'aller dans le déni, ça peut concerner aussi certains de nos auditeurs. Ça, c'est possible. Peut-être qu'en nous écoutant, ils le seront moins. Et ils butent. Voilà, on l'espère. Ouais. Bénédicte Lussereau, effectivement, tout ça, ça déséquilibre fortement un couple qui traverse justement cette période. Et ça prête, en tout cas, à la traverser. Alors, il y a toutes ces questions par rapport au vide, mais il y a aussi la question de qu'est-ce qu'on a fait en couple de nos vies professionnelles, comment ça s'est passé, comment on a tricoté ça tous les deux, notre rapport à l'argent, au bien matériel, parce qu'en fait, le moment de la retraite, ça va être le moment où vont émerger des questions qui n'auront pas été abordé avant parce qu'on était dans un rythme un peu effréné et que voilà, on construisait la famille, les occupations, les activités, tout ça. Mais en fait, à la retraite, quand ça s'arrête, tout d'un coup, on se dit, oh là là, mais il y a un déséquilibre financier, il y en a un qui a plus de fonds propres que l'autre. Et ça vient vraiment perturber la relation parce que c'est une remise à plat du contrat initial qui était fait entre les époux et il faut pouvoir en parler. Il faut se dire mais maintenant qu'est-ce qu'on veut, comment on va faire maintenant qu'on a moins de ressources et puis il y a la question aussi, il y en a un qui peut vouloir continuer à avoir des activités même à mi-temps et l'autre qui s'arrête complètement et comment ça se passe en couple? On peut être content d'avoir un petit peu d'autonomie, d'avoir chacun des activités propres. Et il y en a qui, au contraire, face à ce vide existentiel, attendent tout de l'autre. Donc attendent une présence, une bienveillance. Ils attendent que l'autre vienne compenser ce vide auquel ils sont confrontés eux-mêmes de façon personnelle. Mais en fait, attention, on n'est pas danger, la béquille de l'autre. Danger, en même temps, il faut entendre, il faut pouvoir se le dire en couple. C'est important de pouvoir se le dire. Mais chacun a quand même une trajectoire propre. On est à l'écoute des attentes de l'autre. Et puis, on tricote ça ensemble. Il n'y a pas une seule façon de faire. Chaque couple va trouver son propre équilibre en fonction de ses représentations, de ses attentes, de sa famille, du nombre de petits-enfants, de beaucoup de choses en fait. Donc on peut pas donner un conseil sur une façon de faire qui serait la meilleure qu'une autre parce qu'en fait il y en a pas, mais c'est à chaque couple de se confronter aux vraies questions de fond. Et souvent d'ailleurs le départ des parents de la génération du dessus aide à faire ce travail pour notre propre couple en se disant mais dans le fond nous qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on ne veut pas faire de ce que nos parents ont fait de ce temps qui peut être long aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui la retraite, elle est beaucoup plus longue qu'avant. Il y a des couples qui atteignent 90 ans, et donc c'est très long. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Comment on s'y prend pour vivre ce temps à deux, tout en ayant chacun des activités intéressantes de façon automatiquement séparée ? On ne va pas tout faire tous les deux ensemble. Ça peut être une tentation, évidemment, d'y penser, d'y songer, mais ça ne marche pas, ça.
Ça marche pour certains. Pour certains, ça peut marcher. Ouais. Qui ont construit leur couple sur un modèle très fusionnel et pour lequel ça s'est bien passé, même s'il n'y en a pas beaucoup. Mais ça peut fonctionner pour certains. Mais en même temps, chacun a son mode relationnel dans le couple. Moi, je pense qu'il faut un équilibre entre le nous et le je pour que ça circule, quoi, que ça bouge, que ce soit vivant. Et quand une personne ne travaillait pas depuis des années et que l'autre, tout à coup, s'arrête de travailler, là aussi, ça peut arriver. Hein. Alors, il occupe l'espace. Le problème, c'est le partage de l'espace. Ouais, c'est-à-dire ? Parce qu'en fait, par exemple, je dis quelque chose parce que c'était plus classique dans ce sens-là, mais aujourd'hui, on voit le contraire. Mais un homme qui était toujours à l'extérieur de par son boulot, qui prend sa retraite, lui, quand il arrive dans le périmètre familial, il considère bien sûr que c'est chez lui, c'est nous deux. Et donc, il va investir la cuisine, il va investir le rangement des placards, il va investir la façon dont on fait les confitures, alors qu'avant, c'était le domaine réservé de sa femme. Ouais. Et ça, c'est très compliqué parce qu'en fait, Pas c'est pas simplement une façon de fonctionner. En fait, symboliquement, c'est le rôle et la fonction de chacun qui est remis en cause. Pas de façon méchante, mais c'est juste que ça vient bousculer ça, en fait. Ouais. Donc, ça peut être difficile que chacun puisse s'exprimer sur ses attentes, sur ces petits remaniements à opérer, mais qui, dans le fond, vont toucher des choses assez profondes dans l'identité de chacun dans le couple. Eh bien, nous nous retrouvons juste après Vieux Style, Michel Jonas, mesdames et messieurs. À tout de suite. Flânant de sa jeunesse et son fils trouve ça débile. Blowing in the wind, yes, connaît pas que Blueberry Hill. Parle encore avec tristesse de l'époque des anciens billets de 1000. Se souvient du moulin à robe avec des larmes de crocodile. Et tous les gens l'appellent Vieux Style. Aujourd'hui, son Cochrane et 10 ans à l'épile. La radio sans Lucien Jeunesse, le Tour de France sans Jacques Anquetil. Comment frimer les gonzesses, y a plus de belles automobiles. Lui, il a gardé sa déesse et tous les gens l'appellent Vieux Style, Vieux Style, Vieux Style, Vieux Style, Vieux Style. Tous les gens l'appellent Vieux Style. Camille et Dauphine, mon amour Marilyn, Brel-sur-Seine. De Gaulle, une embuscade, derrière les barricades, Copa Capitaine. Copa Capitaine. Copa Capitaine. Mais les belles années disparaissent comme les chewing-gums à la vraie chlorophylle. Adieu Cochrane et dit, adieu Buddy, adieu à l'épire. Voilà les cheveux qui se font la main, voilà la vieillesse qui se profile. Le dos qui fait un peu mal, le twist qui est devenu difficile. Et tous les gens l'appellent Vieux Style. Il dit que c'est dur aujourd'hui, son Cochrane et 10 ans à l'épile. La radio sans Lucien Jeunesse, le Tour de France sans Jacques Anquetil. Comment frimer les gonzesses, y a plus de belles automobiles. Lui, il a gardé sa déesse et tous les gens l'appellent Vieux Style, Vieux Style, Vieux Style, Vieux Style, Vieux Style. Tous les gens l'appellent Vieux Style. Camille et Dauphine, mon amour Marilyn, Brel-sur-Seine. De Gaulle, une embuscade, derrière les barricades, Copa Capitaine. Oh, l'Algérie à la une, premier
pas sur la lune, juste fontaine. Bébé jouait Fadine, Yuri Gagarine, mon amour Marilyn. Mon amour Marilyn. Mon amour Marilyn. C'est flânant de sa jeunesse et son fils trouve ça débile. Un air de sérénité dans cette émission, comment traverser justement le plus sereinement possible le départ à la retraite de son conjoint. Le sujet est bien précisément orienté sur le couple, l'impact sur le couple du départ, parce que c'est quand même assez rare que les deux partent en même temps, ou alors c'est un heureux hasard. Nous en parlons en tout cas avec Bénédicte Lussereau, conseillère conjugale et thérapeute de couple, Catherine Demangeau, qui est psychologue, sexothérapeute, psychopraticienne en gestalt thérapie, thérapeute de couple, et puis Sabine Squan, coach en évolution professionnelle, qui s'intéresse au début et aux fins de carrière, et qui aide justement des personnes à franchir ce cap de la retraite pour en faire une vraie renaissance vers autre chose, avoir des projets. Catherine Demangeau, c'est essentiel, me le disiez-vous à l'instant. Alors, c'est vrai que c'est intéressant ce qu'évoquait notre amie Bénédicte Lussereau juste avant que nous nous séparions quelques instants au sujet de l'espace, l'occupation de l'espace. On est des petits hommes, hein, on est aussi des animaux sociaux et on est fait d'habitude, on l'a dit depuis le début de l'émission. Et c'est vrai que c'est important, c'est essentiel, l'occupation de l'espace qui change. C'est le pouvoir, c'est le partage du pouvoir. Aussi. Parce que très souvent, on parlait de l'intérieur et de l'extérieur. C'est vrai que c'est des stéréotypes qui sont un peu éculés aujourd'hui, mais il y en a encore des situations comme celle-là, on ne va pas les négliger du tout. Il paraît que les hommes bug devant la machine à laver, je l'ai entendu ce matin, la machine à café. On prend pas, j'en sais rien. Bref, allez-y, continuez. Mais en tout cas, il y a souvent, autrefois, il y avait un pouvoir exécutif qui s'exerçait à l'extérieur, et puis il y avait aussi un pouvoir domestique. La femme était, rappelons-nous de la domus. Oui, et le foyer, la responsable du foyer. Le lieu où il y a de la chaleur. Et ça regroupe énormément de choses. Elle rendait vivant le système familial, plutôt l'intime en fait. Elle était plutôt chargée de l'intime. Et l'homme était plutôt à l'extérieur. Oui, ça c'est très éculé. Mais voilà, c'est ça. C'est un peu ça. Je vais encore recevoir des mails. Oui, c'est ça. On va de toute façon. J'assume. Oui, on a encore un peu les pieds dedans toujours. Même si les neurosciences nous ont fait beaucoup de bien, parce qu'on s'est rendu compte effectivement qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont plus genrées aujourd'hui. Mais ceci dit, il y avait quand même cette lutte de pouvoir. En fait, quand les pouvoirs étaient bien dispatchés, c'est pas une histoire d'équilibre. Moi, en tout cas, c'est pas comme ça que je l'ai appris. C'est pas en couple, on ne vise pas l'équilibre à tout prix. Mais ce qu'on vise, c'est l'alternance. Dans mon intro. Je sais pas, non, on peut avoir une vision, peut-être que c'est la vôtre et elle vous convient bien, elle convient bien à votre couple. Tous les couples sont différents, mais moi, ce que j'ai appris, c'est plutôt l'alternance de pouvoir. C'est-à-dire justement comment, à certains moments, en fonction de ce que l'on aime, de ce que l'on est, de ce que l'on sait faire, voilà. Moi, je vais te déléguer le pouvoir sur certaines questions parce que ça te fait plus plaisir, tu aimes ça, t'es bon pour ça, et moi, ça va me réjouir finalement que tu t'épanouisses à faire ces choses-là. Et puis moi, je vais en faire d'autres. Et quand on n'est pas d'accord sur la répartition des tâches, par exemple, on délègue ou on fait autrement ou on fait pas. Parfois, il faut aussi lâcher et se dire on arrête avec les to-do list, on fait pas. On arrête de faire. Oui, quelquefois, on peut aussi se foutre un peu la paix. Est-ce que vous voulez dire que en quoi cette période, cette phase de départ à la retraite d'un des conjoints peut chambouler ça? Revenant à la maison, sur le territoire qui est peut-être déjà occupé depuis un moment par l'autre, que ce soit un homme ou une femme, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont mariés à des femmes plus jeunes aussi et qui continuent leur carrière professionnelle. Donc il faut dépasser des culpabilités. Par exemple, souvent quand c'est l'homme qui reste à la maison d'abord, la culpabilité de voir la femme partir le matin, parce que là, il y a aussi une évolution des rôles. C'est-à-dire que la charge mentale, on parle souvent de la charge mentale de la femme, les tâches ménagères, être dans le care, s'occuper des siens, etc., les soins de santé, tout ça. Mais l'homme, il a aussi sa charge mentale et très souvent, c'est, même si les femmes travaillent, c'est les besoins financiers du foyer.
Et il faut aussi, à un moment donné, supporter de voir sa femme partir le matin à 6h du matin, 7h du matin et rester au lit. Il faut accepter ça. Il faut accepter ce décalage de... Et quand c'est l'inverse, quand c'est la femme qui voit plus son mari, par exemple, partir à 6h du matin et rester, alors soit rester au lit, soit faire complètement autre chose, mais c'est bancal au départ, quoi. Tout ça est inhabituel, en tout cas, dans les deux cas. C'est inhabituel. Exact. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça, Mais quoi? nous, les femmes, en règle générale, si on s'en offre encore le temps, parce qu'aujourd'hui, la problématique temporelle, elle est assez centrale. Moi, je veux pas l'entendre, celle-là. J'entends toujours, mais j'ai pas le temps. Mais le temps, il faut le prendre. Il faut l'économiser. J'entendais 2 jeunes filles, là, tout à l'heure, dans la rue, dire « Ah, mais il a qu'à économiser son temps. » Le temps, c'est précieux. Et moi, ma meilleure amie dit toujours, mais si mon conjoint, il est important, ça veut dire qu'il faut que je lui consacre du temps. Voilà. Et elle a raison. Mais sans rentrer non plus dans le trop répondre, si je puis dire, aux besoins de l'autre, quoi. Il faut d'abord être centré sur ses besoins personnels. Et ça, c'est là aussi où c'est intéressant. Hein, dans tous les changements, et puis même, il ne faut pas attendre qu'il y ait des grands changements majeurs. Il faut pouvoir re-questionner le couple et le contrat de couple. Il faut se poser la question toujours de bien pouvoir identifier, laisser l'espace pour identifier nos besoins personnels et nos besoins relationnels, nos désirs et nos valeurs. En règle générale, quand on est en couple depuis longtemps, le socle des valeurs, il est à peu près identique et on a fondé beaucoup de choses là-dessus, notamment on a construit notre famille, etc. etc. D'accord. Mais on a souvent un grand fantasme en couple qui est qu'on a envie d'avoir les mêmes besoins et les mêmes désirs en même temps. Et c'est quand il y a des changements comme ça, des écarts de rythme ou des écarts tout simplement parce que on peut avoir parfois des besoins identiques et puis quelquefois non, moi j'ai pas envie de ça. Et j'ose dire non. Et dire non, très souvent on a peur de dire non parce qu'on pense que le non va faire vivre à la personne que l'on aime un rejet. Alors qu'en fait le non, il me protège moi et il protège la relation. Il faut que mes oui aient de la valeur et que mes non aient de la valeur. Ça c'est quelque chose que vous constatez, c'est récurrent, cette espèce de difficulté, de peur de se sentir rejeté si jamais on dit non. On s'affirme, quoi. Si on s'affirme dans la relation. Ouais. Qu'en pensez-vous, chère amie? Oui, alors moi je pense que c'est justement, ça met l'accent sur le besoin d'avoir une bonne communication dans le couple, d'apprendre à communiquer avec ses émotions et pouvoir parler de ses besoins à l'autre. Et de façon à pouvoir élaborer ainsi un projet qui individuel. Faut-il les identifier, ces besoins? Parce que vous voyez, quand on était dans la routine, moi je me projette, toujours pareil, mais bon... voilà, après des années, on n'a pas trop réfléchi, on s'est économisé à être dans l'action, chacun son rôle, chacun ses rôles, hein, vous l'avez bien évoqué tout à l'heure, mesdames, et là maintenant tout s'arrête, et il faut identifier qu'effectivement, ah bah oui, tout à coup, mais au fond de quoi j'ai besoin? Il y a peut-être ça aussi qui fait partie des questionnements. C'est un arrêt sur image. Ah ouais. Il faut vraiment prendre le temps d'en parler, et ça peut être l'objet justement de l'exercice dont je vous parlais tout à l'heure que je pourrais partager sur l'arbre de vie. Alors qu'est-ce que c'est que cet exercice? Alors cet exercice, c'est un exercice métaphorique. Il s'agit de dessiner un arbre. Chacun dessine son arbre. Alors on peut chacun dessiner son arbre ou alors en dessiner un pour deux. Ça c'est au choix. Okay. Moi je vais vous parler plutôt de l'arbre, un arbre pour deux puisque c'est le sujet du couple. Alors, vous dessinez un arbre avec des racines. Un arbre plutôt avec un tronc solide, des branches, des feuilles, des fruits. D'accord. Les racines, ça va correspondre à toutes les valeurs fondatrices du couple. Donc là, ça fait un temps de réflexion. C'est un exercice qui permet de l'intimité. Ça peut être assez amusant de se laisser porter par cet exercice métaphorique et poétique aussi, je dirais. Exemple de valeur? Exemple de valeur, c'est l'accueil, la liberté, l'honnêteté, ça peut être tout un tas de choses. Quand on commence à parler des valeurs, ça vient assez facilement. Les racines, donc c'est ça, c'est les inspirations fondatrices. Qu'est-ce qui fait qu'on est un couple ouvert, un couple qui marche en tout cas. Voilà. Le sol, ça peut être les besoins fondamentaux, justement. Donc, ça peut être l'occasion d'entamer une conversation sur ces fameux besoins. J'ai besoin peut-être de chaleur, de joie, de me sentir utile. J'ai besoin d'être dans mon coin aussi. D'être dans mon coin aussi. Alors ça va être un peu dans les branches, ça va être dans les projets, mais enfin, c'est aussi un besoin, c'est net. Il y a des listes de besoins fondamentaux. Ça, je vous invite peut-être à aller les consulter. Ça permet d'aider à voir quels sont les miens finalement, parce que ça aide la réflexion, d'aller consulter ces listes. Donc là, on est sur les... Et donc les branches maintenant? Alors les branches, c'est les projets.
Donc, les projets individuels, les projets de l'un, les projets de l'autre et les projets du couple. Donc, ça peut être justement, comme je vous en parlais tout à l'heure, faire un CAP cuisine. Pour l'un, après, au moment de la retraite, ça peut être... Après, c'est vrai, pardon d'être concrète, mais pragmatique, mais il y a des besoins financiers. Parfois, c'est le moment où il faut payer toutes les études des enfants, ça coûte très cher. On ne peut pas faire ce qu'on veut non plus dans ce monde. On ne peut pas faire ce qu'on veut, mais on a le droit de rêver. Parce que alors, quand on élabore son arbre, on est dans le rêve. Après, on voit la faisabilité. Et d'ailleurs, qui me disait tout à l'heure, il est bon de penser à ce moment-là à ses rêves d'enfant. C'est vous qui me disiez ça tout à l'heure, Catherine Demangeot? Tout à fait. C'est intéressant, ça peut rentrer dans l'histoire du rêve. Mais ça rentre complètement. Ça fait partie des questions qui permettent d'élaborer l'arbre. On peut faire son arbre tous les deux en couple. On peut aussi se faire aider de quelqu'un pour faire émerger les idées. Donc, l'important, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'était aussi d'avoir des ressources personnelles, d'avoir des projets tout seul et aussi des projets de couple. Et voir comment ça peut se réunir. Moi je reviendrai bien avec vous. C'est très intéressant. Merci, Bénédicte Lussereau. Moi, je reviendrai bien sur les déséquilibres, parce que je suis là pour parler des problèmes. Comment est-ce qu'on fait, vous savez, parce qu'on imagine bien qu'un couple, il n'est pas parfait, ou alors bravo à ceux qui le sont, mais on a tendance, j'imagine, au fur et à mesure des années... on imagine un couple qui s'est pas séparé, par exemple, et les enfants sont passés par là, donc on était encore plus dans l'action, encore plus, d'une certaine façon, dans le déni de ses propres intentions, intérêts, besoins, soifs personnels. Et alors, c'est difficile peut-être pour certains couples de tout à coup faire un véritable arrêt sur image et au fond, qui je suis, vers quoi je vais, dans quelle étagère, quoi. Enfin, il doit y avoir certainement cela, Bénédicte Lussereau, que vous observez. Oui. Non ? Alors, je ne sais pas s'il y a de véritables arrêts sur image. Parce que dans la vie, elle continue. Donc, bien sûr qu'il faut prendre du temps pour faire cette descente en soi et identifier quelles sont nos valeurs principales, nos besoins fondamentaux, nos projets, etc. Moi, ce que je voudrais souligner, c'est que quand on prend sa retraite, on est dans un cycle de vie où on est vraiment dans le vieillissement. Et ça, il faut en parler. Parce que finalement, c'est quelque chose... On rêve de retraite où on est en pleine forme, où on est encore jeune, où la sexualité est encore géniale, où les voyages, le truc... En fait, concrètement, qu'est-ce qui se passe ? Souvent, à la retraite, il y en a un des deux qui déclenche une maladie chronique, qui commence à avoir des petits problèmes de santé. Quels qu'ils soient. Fatigue, et ça vient modifier l'équilibre dans le couple, parce que c'est une donnée dont on ne peut pas ne pas tenir compte, et que dans un couple, on est là pour se soutenir mutuellement, mais sans non plus devenir l'infirmier ou l'infirmière de l'autre. Et là, ça devient parfois très compliqué. Et ce qui se passe, c'est qu'au niveau des désirs, quand on vieillit, les désirs, ils restent entiers par rapport aux désirs qu'on avait quand on était jeune. Le désir, il ne diminue pas en intensité. Donc, le vieillissement, l'un des paradoxes du vieillissement, c'est qu'on a des désirs qui sont toujours aussi intenses, mais que dans la réalisation de ceux-ci, on est confronté à des limites, mais physiques, psychiques aussi, mais physiques, où en fait, on ne peut pas mettre en œuvre ces désirs pour 1000 raisons. Et ça, c'est un deuil assez profond à faire et qu'on doit faire de façon personnelle sans en faire porter la responsabilité à l'autre. Mais du coup, dans la relation, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe qu'on a des rythmes différents. Souvent, il y en a un qui est encore plus alerte, plus rapide, qui peut encore assumer et mettre en œuvre des désirs, et l'autre qui s'essouffle, qui court après, et puis qui à un moment dit « mais moi, c'est pas de ça dont j'ai envie parce qu'en fait, je ne peux plus ». Et ça, c'est très difficile en couple de supporter, et là c'est tout le verbe l'amour, charité, où on se supporte mutuellement, mais c'est au bon sens du terme, c'est-à-dire je supporte l'affaiblissement de l'autre, et sans me sacrifier non plus, il faut savoir mettre la limite, mais quand même en accompagnant l'autre qui peut-être va moins vite, ou c'est peut-être moi qui vais moins vite et tout, je dis l'autre parce que il faut parler de l'un des deux. Ce que je veux dire, c'est que la différence de rythme, ça c'est une question, alors ça arrive, c'est pas la retraite qui provoque ça, mais c'est concomitant à ce moment de la retraite, et c'est vrai qu'on a un idéal de ce que va être la retraite comme un moment un peu béni où on serait en voyage de noces perpétuel, et en fait concrètement c'est pas ça qui se passe. Bien sûr qu'on a du temps, mais il faut se réapprivoiser parce que souvent on découvre un autre homme, une autre femme que celle qu'on a côtoyée pendant 40 ans, parce que finalement,
Et Au déjà, rayon il y a tout ce confiture, mais travail-là. qui es-tu? Oui, non, mais je vous dis quelque chose. Mais moi, j'ai découvert que mon mari, à la retraite, il aimait aller à la cueillette des mûres. Mais pour moi, ça a été un Excellent. émerveillement. Jamais je n'avais imaginé que mon mari puisse aimer, mais perdre son temps, parce qu'on va quand même dire que la cueillette de mûres, ça prend un temps fou, on se pique les mains, et que franchement, mais goûter le temps à être connecté à la nature et à récolter les fruits Mhm. de la nature, ça peut être une activité très bienfaisante. Ouais. Et c'est très bon de découvrir ça chez l'autre qu'on n'avait jamais imaginé, en fait. En gros, gardez Donc, à cette petite partir de tips, ça, gardez cette curiosité, pardon, je vous coupe, de l'autre, en fait, hein, de l'être mais aimé. oui, mais dans les petites choses. En fait, bon, les grands projets, bien sûr, on peut se dire, bon, allez, on va partir en humanitaire pendant 2 ans. Il y en a qui le font, hein, il y en a qui construisent des gros projets, bon. Mais très souvent, ça va être dans les petites choses du quotidien, mais on peut vraiment s'émerveiller parce que l'autre ou soi-même, on va se reconnecter de fait à des rêves d'enfant, et ça, j'y crois beaucoup. Il y a des choses essentielles qu'on avait enfouies pendant le reste de notre vie parce qu'on n'avait pas le temps et qu'on était occupé à autre chose. Et là, tout ça, ça peut réémerger comme la lecture, l'art, la beauté, la musique, toutes ces choses qui sont quand même très essentielles et qui nourrissent l'être profondément. Et ça va pouvoir recréer un projet commun à deux pour peu qu'on arrive à se retrouver quand même sur le beau, le vrai, le bon, et ça, c'est possible. Je veux dire, à partir du moment où c'est bon, on arrive toujours à trouver quelque chose qui va nous réunir. Tout est possible avec Bénédicte Lussereau. Merci d'être là, les amis. Fields of God, Sting, évidemment, sur Radio Notre-Dame et RCF. On se retrouve juste après. You'll remember me when the west wind moves upon the fields of barley. You'll forget the sun in his jealous sky as we walk in fields of gold. So she took her love for to gaze a while upon the fields of barley. In his arms she fell as her hair came down among the fields of gold. Will you stay with me? Will you be my love among the fields of barley? We'll forget the sun in his jealous sky as we lie in fields of gold. See the west wind move like a lover's soul upon the fields of barley. Feel her body rise when you kiss her mouth among the fields of gold. I never made promises lightly, and there have been some that I've broken. But I swear in the days still left, we walk in fields of gold. We walk in fields of gold. Many years have passed since those summer days among the fields of barley. See the children run as the sun goes down among the fields of gold. You'll remember me when the west wind moves upon the fields of barley. You can tell the sun in his jealous sky when we walked in fields of gold. When we walked in fields of gold.
Nous voilà de retour dans cette émission Quête de sens. Merci Sting, merci François Dieudonné pour ces clins d'œil musicaux aussi ajustés pour le coup. Comment traverser le départ à la retraite de son conjoint. Eh bien, nous en parlons de cet état. Peut-être, auditeur chouchou, êtes-vous en train de la vivre? Eh bien, écoutez bien cette émission. Bénédicte Lussereau, conseillère conjugale et thérapeute de couple, est avec nous en ligne. Catherine Demangeau, qui est psychologue, thérapeute de couple et sexothérapeute également, ainsi que Sabine Squan, coach en évolution professionnelle, qui accompagne les débuts et les fins de carrière. Et c'est très important, effectivement, d'oser rêver, mesdames, vous le disiez. Bénédicte, vous avez semé un nouveau tracé, si je puis dire, dans ce parcours qu'est cette émission Quête de sens. Et le oser rêver est vital pour repartir sur de bonnes bases, Catherine Demangeau et Sabine Swan. Maintenant qu'on fait des avancées importantes en matière de neurosciences, qu'on comprend mieux le fonctionnement du cerveau, on voit qu'il n'y a pas de limite d'âge pour activer la plasticité neuronale. Donc, activer le buissonnage neuronal. C'est-à-dire que si je me mets dans un état mental de limitation, si je me dis, ça, je ne peux pas le faire, je ne peux plus, fini, je peux plus marcher, je ne peux plus ci, je ne peux plus ça, parce qu'effectivement, j'ai une pathologie plus ou moins lourde. Renoncer... en se disant, en fait, voilà, je vais biffer tout ce que je peux plus faire. Mais ça, c'est la petite mort assurée. C'est les biais de négativité. Ça, c'est le biais de négativité du cerveau. Le cerveau adore les cognitions négatives. Il adore les pensées négatives. C'est sa came. Il ne se souvient que de ça. Alors, c'est plus facile, c'est un peu le pilote automatique du cerveau. Mais par contre, commencer à brasser des pensées positives, c'est un vrai boulot. Et d'ailleurs, il y avait un scientifique, Marcial Lozada, brésilien, qui avait fait des études comme ça. Il s'était rendu compte que pour neutraliser une pensée négative dans le cerveau, il fallait en contrepoint fabriquer 7 à 8 pensées positives. C'est impressionnant. Mais c'est un vrai job au départ, parce que c'est un reconditionnement des biais. Mais par contre, une fois que pendant une certaine période, on dit à peu près 2 mois, on arrive à faire ça au quotidien, on se force un peu, et après, pof, on est parti sur l'autoroute du kiff. Et ce qui est chouette, c'est qu'on a vu ça avec Mathieu Ricard il y a une vingtaine d'années. Je crois que c'était le CNRS qui avait fait ces études. On avait regardé quels étaient les mouvements, les zones du cerveau qui s'activaient quand Mathieu Ricard était en méditation et qu'il imaginait se trouver sur une belle plage, je ne sais où. Et on faisait ces mêmes relevés quand il était in situ, vraiment sur cette plage, en train de se promener. Et on voit que c'est pratiquement les mêmes zones du cerveau qui s'activent. Donc, en fait, qu'on le vive vraiment ou qu'on le rêve, il y a quelque chose qui se fait. Il y a un travail qui se fait dans l'intrapsychique. Il y a un travail qui se fait au niveau de la satisfaction. Et ça peut, au-delà du rêve, ça peut amener, là je m'adresse à vous évidemment, Sabine Squan, ça peut nous amener à non pas réaliser forcément ce qu'on rêvait, enfant ou avant ou que sais-je, mais à nous guider à nous aider, à nous mettre à cheval vers une nouvelle destination, c'est ça? Oui, ça peut être une possibilité pour réfléchir à un nouveau projet. Ouais. Moi, j'utilise beaucoup cette méthode de la méditation guidée, en fait. Et je propose aux personnes que je rencontre de rêver la retraite idéale. Voilà. Imaginez, ça y est, là, vous quittez votre entreprise, qu'est-ce qui se passe? Réinventer. Et en fait, après quelques exercices de respiration, dans le calme, on ferme les yeux et on peut s'autoriser à rêver, et ça, comme un rêve guidé, en fait. Et là, à la suite de ça, on prend des notes. Qu'est-ce que vous avez vu? J'ai vu une maison à tel endroit. Et puis, c'est pas grave si elle n'est pas réalisable. Il n'est pas réalisable, ce rêve. Il a déjà permis de se faire plaisir à y penser. Et moi, je dis toujours, si vous ne pouvez pas le réaliser, ce rêve de la maison secondaire, vous l'avez en vous, vous l'avez dans votre cerveau. Rien ne vous empêche d'y faire un tour n'importe quand, dans le métro. Moi, avant de venir, moi, ça ne me suffit pas. Hein. Vous me dites ça, moi, ça ne me suffit pas de rêver. Non, essayez. J'ai besoin de concret. Un peu pour voir. Après, on en reparle, Marion. Non, mais d'accord, mais vous voyez ce que je veux dire. Alors, ça résout pas. Parce que ça, c'est le côté positif de la situation. Mais bien sûr, de méditer de cette manière-là et d'imaginer la retraite idéale, ça donne des pistes. Voilà, c'est ça, en fait, exactement. Bénédicte Lussereau, vous êtes d'accord avec cela? Alors, je suis partiellement d'accord avec ça. Alors, allez-y, je vous écoute. Oui, je suis... Alors, sur un plan des neurosciences et tout, et du principe de récompense, tout ça, je suis tout à fait d'accord. Alors, si je parle en tant que chrétienne, puisqu'on est quand même sur une radio chrétienne, on peut le dire, Merci, je pense que oui, non, mais je pense que de revenir au fondement de ce qu'est le sacrement de mariage et de se dire que on est là aussi pour s'entraider à
à se préparer à la vie éternelle. Et en fait, la récompense quand même, parce que c'est un don, la vie éternelle, mais n'empêche que c'est quand même une récompense quand même. Et je veux dire, si on se remet dans notre axe de la vie éternelle, qui est déjà commencé aujourd'hui d'ailleurs, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour nourrir cette vie éternelle, cet amour conjugal qui nous lie et qui nous ouvre aux autres et qui nous permet de profiter aussi des petits-enfants. On n'a pas parlé des petits-enfants, parce que la retraite qui dégage du temps, c'est aussi un moment formidable. Moi, je vois des personnes qui changent d'attitude complètement par rapport à leurs petits-enfants à partir du moment où ils ont arrêté leurs activités professionnelles. Parce qu'il y a quelque chose qui lâche en eux et qui, du coup, ils sont véritablement dans un vrai lien de personne à personne avec leurs petits-enfants. Et quand il n'y en a pas, parce que ça arrive aussi beaucoup qu'il n'y en ait pas, quand même. Alors, quand il n'y en a pas, évidemment, d'abord, c'est une souffrance, souvent, parce que c'est un âge où, de fait, quand il n'y a pas de descendance, ça peut être vécu comme un vrai manque, une vraie souffrance. Et par contre, on sait très bien tout le travail qu'il y a à faire dans les associations, auprès des plus pauvres, des plus démunis. Il y a une vraie fécondité. Et quand on a encore la forme, et là, je suis d'accord qu'on peut penser qu'on l'a, et donc se mettre en condition de l'avoir mentalement, et donc on y va, je suis d'accord. On prend son bâton de pèlerin. Mais du coup, ça nourrit l'être, ça nourrit le couple, se tourner vers les autres. En fait, il n'y a rien de plus triste qu'un couple à la retraite qui se replie sur lui et qui vit, qui n'est pas vivant, en fait, qui meurt progressivement, alors que on a beau peut-être vieillir, et ça c'est une certitude, il ne faut pas le nier. Et moi, je pense qu'il faut s'entraider à regarder aussi la mort en face, parce qu'elle vient, elle arrive. C'est ce que j'allais vous poser comme question. On n'a pas beaucoup parlé de la mort, mais peut-être qu'il y a ça comme... comment peut-on dire bien sûr. Oui, comme qui pointe le bout de son nez sans vraiment s'affirmer, vous voyez. C'est ça qui est peut-être aussi en jeu. Mais derrière la retraite, il y a la question de la mort. Parce que on est dans le cycle de vie où ce vieillissement nous conduit à la mort. Il ne faut pas non plus être dans le déni et faire l'autruche. Et il faut en parler entre époux. C'est très important de se dire, on peut faire des scénarios. On peut se dire, tiens, si c'est toi qui parles le premier, si c'est moi, qu'est-ce qui se passe ? D'accord. Moi, je vois des personnes qui sont veufs ou veuves. Et le fait d'avoir pu anticiper ça avec leur conjoint, franchement, ils le vivent de façon beaucoup plus sereine et libérée pour faire leur choix, parce que ça a pu être travaillé et évoqué avec leur conjoint de leur vivant. Merci Bénédicte Lussereau de nous rappeler que nous sommes sur une radio chrétienne. Mortelle. Merci Tata Bénédicte. Presque Catherine Demangeot, c'est intéressant comme vision aussi des choses. Là, on surfe entre les 20 milieux sous les mers, si je puis dire, et puis on remonte à la surface de l'eau depuis le début de cette émission. Mais tout est important, tout se rejoint au fond. Les petits détails de la cuisine, tout comme la profondeur de la vision des choses, de la vision commune du sens de la vie et où est-ce qu'on va et comment on fait. Tout ça, on se rend compte en fait à ce point de l'émission que tout est important. Tout est important, et je pense que l'une des choses primordiales, c'est toujours de savoir reconnaître ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Et la maladie, la mort, tout ça, bien sûr, si on peut faire des tas d'efforts pour être en bonne santé mentale et bonne santé organique, ça c'est sûr. Et c'est d'ailleurs notre bien le plus précieux, parce qu'on travaille pendant 40 ans pour gagner de l'argent, pour payer une maison, des études à nos enfants, et ci et ça. Mais ceci dit, si on meurt le plus riche du cimetière, et qu'on n'a pas... il y a des choses... qu'on n'a plus la santé, on ne peut pas l'acheter, cette santé. C'est certain. Moi, je parlais juste du fait de ne pas s'identifier à nos limitations. C'est-à-dire que, bien sûr, des limites, on en a, et on est obligé de vivre avec. Et il vaut mieux, effectivement, les anticiper. C'est ça que vous disiez. Oui, on ne reste pas enfermé dedans. Ça, la mort fait partie de la vie. Tout est fichu. Ouais. La plainte, le cri... en fait, les modes d'expression les plus courants, c'est souvent la vie est un naufrage, voilà. C'est ça. La plainte, la critique ou le reproche. Mais en fait, c'est du poison au quotidien dans la communication. Bien sûr, je peux me plaindre de plus pouvoir faire j'ai 54 ans, des limitations, j'en ai déjà connues, physiques. Je sais ce que c'est aujourd'hui et je goûte davantage tous les petits moments
où je peux faire des choses que je ne pouvais pas faire, etc., etc. Et c'est aussi cette capacité à s'ancrer dans le présent, dans l'instant présent. C'est ce que nous a appris la méditation de pleine conscience, notamment. Et nos anciens, ils étaient contemplatifs. Ils vivaient avec les saisons, ils regardaient la nature, ils regardaient les petites choses et ils savouraient cette nous, observation. On fait des cerveau. Mais nous, on est over-stressé et le cerveau, il fonctionne de manière contextuelle. C'est-à-dire que si je suis stressée en permanence, je vais percevoir dans mon environnement toutes les choses comme des menaces potentielles et des facteurs stressants. Et là, je vais parler de la sexualité parce que c'est mon autre casquette, mais si par exemple, je pense au sexe, et ben forcément, je vais aussi, c'est contextuel, si le premier organe sexuel, c'est le cerveau, et bien si je pense au sexe, je vais avoir envie d'avoir des échanges sexuels, d'avoir une sexualité personnelle et une sexualité relationnelle, et ça va favoriser les choses. Donc ces biais cognitifs, ils sont quand même aussi très importants aujourd'hui, mais c'est vrai qu'il faut en prendre conscience. Il faut en prendre conscience, il faut un peu de tout, c'est comme dans le régime, moi je fais pas de régime, mais je consomme un peu de tout, donc ma foi à moi, c'est l'amour, c'est la présence. Et ce que j'entends par l'amour, c'est vraiment la présence à soi, la présence à l'autre. Effectivement, comment je peux être présent à l'autre et présent à quelque chose qui est aussi plus grand que soi. Ça, c'est beau ce que vous dites. Sabine Squan, c'est vous qui avez parlé tout à l'heure, hors antenne, je crois, du problème, du besoin de la reconnaissance. Parce que je sais que c'est un peu désordonné par rapport à ce qu'on a évoqué à l'instant. Alors, sauf si vous avez une réaction à apporter à ce qui a été échangé. Alors j'en aurais, mais puisque là vous me posez la question de la reconnaissance, je vais enchaîner là-dessus. Oui, je pense que c'est très important d'avoir une activité qui soit utile à la société au sens large. Ça peut être sa famille, mais ça peut aussi être des actions dans le bénévolat notamment, qui permettent d'avoir de la reconnaissance. Même si on ne le fait pas pour ça, quoi qu'il arrive, ça retombe, ça revient, on reçoit beaucoup de reconnaissance en faisant du bénévolat. Et ça, je crois que c'est très très important pour continuer c'est humain d'avoir à vivre. Besoin. C'est pas mal en soi, ça je veux bien dire. Sûr, il faut savoir le reconnaître. Il faut savoir le reconnaître. Il faut savoir le reconnaître. Et en fait, j'ai déjà eu une conversation avec un prêtre. Et je disais, en fait, tu sais, je fais ça parce que j'ai besoin de reconnaissance. Il me dit, mais peu importe, c'est le résultat qui compte. Ah, c'est beau. Oui, ça c'était... Parce que vous savez que c'est un sujet, ça, les prêtres qui partent à la retraite, moi j'en connais, ou des évêques, a fortiori, qui ont l'impression d'être mis à la poubelle. Voilà, c'est quand même des choses qui sont dites de la part de personnes qui sont mariées, qui sont en couple, qui sont ou seules, mais bon, ou qui sont justement dans le dévouement absolu toute leur vie, et du jour au lendemain ont la sensation, même eux qui sont portés par des belles idées, d'être mis à la poubelle. Donc je soumets cette chose à votre réflexion, mais comme quoi c'est important de s'arrêter, de faire un arrêt sur image. Merci les amis de vous être prêtés au jeu, en tout cas d'avoir répondu à cette question délicate. Bénédicte Lustreau, merci infiniment d'avoir été en ligne avec nous. Vous qui êtes, je rappelle, conseillère conjugale et thérapeute de couple, avec tous vos ouvrages évidemment à découvrir ou à redécouvrir. Catherine Demangeot, merci également, psychologue sexothérapeute que vous êtes et thérapeute de couple, et Sabine Squan, coach en évolution professionnelle. Merci infiniment les amis. Merci beaucoup et très bonne soirée à tous. Merci Marie-Ange.